Bonjour et bienvenue à tous les participants à cet atelier qui est, selon moi, l'atelier extraordinaire de la conférence de 2 jours. Donc, bienvenue à tous. Conférence qui s'intitule « Outils d'aide à la rétention du personnel ». Je pense qu'on n'a pas besoin de décrire tous les contenus. Sûrement que vous avez beaucoup d'attentes là, par rapport à cette thématique-là. Je dois d'abord vous dire que je suis le relais humble et honorable du sous-ministre associé, M. Daniel Paré, qui est également à la Direction générale des ressources humaines et de la rémunération au ministère de la Santé et des Services sociaux. Il s'est excusé très récemment. Ses obligations l'empêchaient à être présent, mais à tout le moins, il s'attend à ce que je lui fasse un coucou. Comment s'est déroulé ce bel atelier aujourd'hui. Alors, Louise Potvin, je suis professionnelle dorénavant conseillère auprès d'organismes, évidemment, du réseau de la santé et des services sociaux. Un réseau auquel je ne suis pas étrangère, puisque en 2015, j'ai été nommée présidente directrice générale du CIS de la Montérégie-Est. J'ai fait une carrière comme infirmière et gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. Plus précisément, à partir de l'an 2000, où j'étais directrice des soins infirmiers à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on a comme frappé le mur avec les besoins tellement croissants en matière de main-d'œuvre. Plus spécifiquement soins infirmiers, mais les difficultés, évidemment, de pouvoir répondre à tous ces besoins-là, à les combler et à faire face au développement que le réseau a connu dans les années qui ont suivi. Évidemment, toute l'attraction, la rétention du personnel, les conditions de travail, l'organisation du travail, la présence au travail, a été des objets de préoccupation pour moi. Et comme PDG, eh bien, je me suis entourée de personnes en leur demandant d'innover, de me présenter, de nous présenter des solutions, essayer des choses, faire en sorte qu'on ait de multiples approches ou solutions qui soient adaptées à tous nos besoins de main-d'œuvre. Puis on est chanceux parce que cet après-midi, on va pouvoir avoir cette lecture sur le terrain de l'une de nos conférencières sur les besoins de notre main-d'œuvre. Je ne dirais pas de 7 à 77 ans, mais sûrement de 17 ans jusqu'à, évidemment, à l'âge où les gens cherchent à contribuer encore dans le réseau. La conférence d'aujourd'hui, évidemment, nous amène tant dans les outils technologiques, mais également dans les approches, dans les stratégies d'intervention, dans des solutions qu'on peut mettre en place dans nos entreprises, dans nos organisations. Puis, je dirais que, comme gestionnaire du réseau, parfois, on a tendance à sous-estimer la capacité même de notre organisation à mettre de l'avant, à implanter des changements. Puis, c'est heureux parce qu'on va être rassuré aujourd'hui sur les compétences qu'on a, puis parfois qu'on sous-estime dans nos organisations. On a aujourd'hui 3 conférenciers, 4 étaient à l'agenda. L'une des personnes doit être excusée, Mme Kaina Werdan, directrice des ressources humaines chez GSoft, qui malheureusement ne pouvait pas se présenter. Alors, nous avons tout de même 3 personnes, dont Mme Sylvie Miro, qui est directrice des ressources humaines au CIS de Laval. On a également M. Max Trudel, qui est chef des opérations chez Evolia, qui donne sa signature également pour cette conférence de cet après-midi. Et M. Marcel Curodo, qui est président de Médial Service Conseil, Santé et sécurité du travail. Et on va voir que santé et sécurité, c'est aussi le bien-être au travail. Donc, 3 personnes là, de grandes compétences. J'introduirai évidemment la présentation cet après-midi un peu au relais de M. Paré du ministère, en vous disant tout d'abord que techniquement ou statistiquement, on pourrait dire qu'il nous manque 18 000 employés dans le réseau de la santé et des services sociaux. Évidemment, je sais que dans votre tête, vous vous dites
Et nous, on a une grande partie de ce nombre-là qui nous manque dans notre organisation. Mais on est à 18 000, on peut être à 20 000 ou à 21 000, mais essentiellement, on a plus de besoins de main-d'œuvre que nous avons de main-d'œuvre pour répondre là, à toutes ces, et être présent dans tous ces postes-là. Néanmoins, ça ne nous empêche pas depuis des années d'avoir travaillé sur toutes sortes de stratégies, que ce soit le recrutement international, les stratégies d'embauche, le travail avec les écoles professionnelles, les collèges, les universités pour avoir un soutien compétent de ces jeunes qui apprennent et qui sont en devenir. On a travaillé évidemment la collaboration interprofessionnelle, puis on continue à la lumière également de ce qu'on entendait ce matin. On a fait de la revue de processus, on en fait encore, on a intégré l'approche Lean. Je sais que vous avez plusieurs stratégies que vous avez mises en place dans vos organisations, mais ça ne suffit pas pour combler ce manque de ressources-là qu'on connaît dans notre réseau. Mais il y a toujours de l'espace à trouver, à mettre en place des nouvelles approches ou de l'innovation. Puis, c'est intéressant parce que quand on adopte cette lecture-là de la situation, on est continuellement en mouvement et ça nous permet d'être ouverts sur des nouvelles stratégies. Donc, j'espère que cet après-midi, vous allez être inspirés par nos conférenciers. On va commencer par Mme Sylvie Miro parce que je pense qu'elle-même, en contact avec le personnel de sa grande organisation, les gestionnaires, les dirigeants, elle fait cette lecture-là d'un certain nombre de besoins du groupe des employés et des gestionnaires. Puis, je pense qu'il faut entendre quelle lecture elle a de la situation, puis un peu du contexte de son vécu, puisque par la suite, nos messieurs conférenciers pourront introduire comment on peut aider et soutenir davantage les initiatives et le travail de l'équipe de Mme Miro. Alors, Sylvie, on se tutoie. Alors, à toi la parole. Merci. Alors, premièrement, de dire que pour moi, c'est un sujet passionnant. Dire que je vais profiter de la rencontre aujourd'hui pour passer ma recette. Ce que j'aimerais par-dessus tout faire, mon PDG n'est pas là, mais j'ai des collègues qui vont pouvoir répéter. J'espère aujourd'hui pouvoir vous donner de l'information sur qu'est-ce que je vois comme obstacle à la rétention, quelles recettes je vois pour la rétention, c'est quoi nos conditions de succès, puis pourquoi on parle de rétention. Pourquoi on parle de rétention? On parle d'une pénurie de main-d'œuvre. Je questionne, sommes-nous en pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé? Tout le monde va répondre oui. On l'était en 2020 aussi. On l'était lorsque Mme Potvin était PDG aussi. Qu'est-ce qui explique qu'encore aujourd'hui, on est en pénurie de main-d'œuvre? On le sait dans le réseau, les chiffres de ce matin, on est 13 000 personnes de plus qu'en 19-20. Les entreprises, tous les établissements, on recrute, on bat des records dans notre recrutement. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas alors de dire qu'on est en pénurie. Je vais ailleurs. Est-ce que la disponibilité de notre main-d'œuvre est optimale? Est-ce que nos employés actifs travaillent en heures moindres ou plus qu'avant? On a-tu là une piste de solution? Intéressant de vous regarder chez vous aussi, partout, vos employés actifs travaillent combien d'heures par semaine? Est-ce que maintenant, ces employés actifs-là, est-ce qu'ils sont présents? Il y a beaucoup d'absence au travail, on le sait, et on a de la difficulté à travailler sur les retours au travail. Et là, je ne dis pas juste en invalidité, il y a beaucoup de congés qui existent dans le réseau de la santé, donc il y a beaucoup de gens absents. Donc, le nombre d'employés nécessaires peut aussi, peut-être, être compensé si tout le monde travaillait à temps complet et tout le monde serait présent. Comment on peut faire ça? La rétention, c'est une des façons, et je ne pense pas que c'est la seule façon, mais aujourd'hui, c'est le sujet. Puis je ne suis pas magicienne, je n'ai pas d'autres recettes, mais je n'ai pas des trucs infaillibles, mais j'ai certaines idées. Il y a le besoin de nos usagers. On parle de besoin de main-d'œuvre. De toute évidence, le besoin de nos usagers par habitant
les services que chaque habitant prend augmentent aussi. Donc, on se retrouve dans un réseau où il y a moins de personnel, où il y en a beaucoup, mais il y a des probabilités de présence, de disponibilité, avec des besoins chez nos patients, chez nos usagers qui augmentent. L'intensité de soins augmente. Vous le vivez tous. Donc, l'écart se creuse. Est-ce que de travailler sa rétention, c'est uniquement ça qui va faire en sorte qu'on va combler nos besoins de main-d'œuvre? Je pose la question. On a essayé d'aller en immigration. Est-ce que c'est la solution? C'est très difficile, c'est très complexe, l'immigration. Il faut trouver des loyers, c'est des familles qui arrivent. On a essayé d'aller, on a la MOI qu'on veut ramener, c'est sûr qu'on les veut tous dans le réseau, mais ils sont déjà là. Ça va-tu régler tout notre problème s'ils reviennent? Ça va régler, mais ils sont déjà là. Donc, il faut se poser... Si on regarde dans les écoles, les inscriptions, la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a peine à combler nos cohortes. Les ministères se parlent. Je salue l'initiative du ministère de la Santé de dire on va aller voir le ministère de l'Éducation, on va tenter de réviser les prérequis sans niveler vers le bas pour les infirmières, il faut tous les rentrer. Au niveau des PAB, pas capable de combler nos cohortes. Donc, il faut faire autrement. Ce n'est pas, donc, puis on le sait tous, j'espère ici, ce n'est pas le recrutement, nos PDG ou n'importe qui, on va recruter, non. Ce n'est pas là qu'il faut aller, il faut y aller. Là, on va y aller en attraction, on va faire du marketing, on va rehausser l'image du réseau, on va tout faire ça, mais c'est la rétention. Donc, qu'est-ce que nos employés veulent? Qu'est-ce que les employés veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent en ce moment? Des horaires prévisibles, une charge de travail raisonnable, ils veulent des relations de travail harmonieuses, ils veulent un développement personnel, un développement professionnel, un cheminement de carrière à l'intérieur, puis ils veulent des conditions de travail. Ils veulent un bien-être au travail global, une satisfaction globale. Et là, on peut parler de rétention à ce stade-ci. Mais la difficulté actuellement, je pense qu'il faut voir nos employés comme on voit des trajectoires de patients. Il faut situer notre trajectoire employée. Moi, ce que je constate actuellement, c'est un grand besoin de réviser nos façons de faire aussi. On n'additionnera pas les ressources. Il faut réviser nos organisations, les processus au travail. Puis, je ne sais pas si c'est ce stade-ci que je parle des obstacles ou on va y aller plus tard. Bien, si vous avez complété pour les besoins, oui, on va sur mon introduire nos collaborateurs. Alors, allons-y, Max. Comment est-ce que tu vois la façon d'aider Mme Miro et le réseau? Mais je vais commencer par faire du pouce sur ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il manque statistiquement 18 000 employés. Moi, ce que j'entends, puis d'un point de vue technologique, si on brise ça un peu, c'est qu'il manque 720 000 heures de productivité par semaine, 40 heures minimum. Puis c'est un peu là-dessus qu'on va essayer de jouer. On vient beaucoup travailler à morceler cet horaire-là, à accroître la collaboration, à accroître la flexibilité qu'on offre aux employés. Et ça, c'est dans tous les domaines parce que, bon, Evolia, que vous connaissiez peut-être jusqu'à la semaine passée sous le nom de Voilà, on a récemment changé de nom, mais peu importe. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aider à organiser les horaires des employés. Ça part de vos besoins de main-d'œuvre. Donc, en bout de ligne, ce que vous commencez par nous donner quand vous l'utilisez, c'est j'ai besoin de 4 heures à tel endroit pour tel poste de travail. J'ai besoin de 10 heures ici. J'ai besoin de 15 heures là. Et là, on va regarder l'ensemble du bassin de main-d'œuvre qu'on a interne au département, interne au réseau ou même externe par le recrutement. Puis on va voir où est-ce qu'on peut aller chercher ces 4 heures-là, ces 5 heures-là, ces 10 heures-là. Donc, c'est vraiment une méthodologie. Et oui, on peut dire, regarde, je vais donner 40 heures, je vais donner 7 heures, 7 heures, 7 heures, 7 heures à cette personne-là fixe pour le prochain 10 ans. Ça ne fonctionne plus tant que ça. Mais on va vraiment venir donner avec la technologie toute cette flexibilité-là où l'employeur, le travailleur va pouvoir vraiment collaborer ensemble. Il y a différents niveaux. On peut venir personnaliser tout ça, évidemment, intégrer les règles de convention et autres.
Mais quand on ajoute ce côté de flexibilité-là qu'on avait peur, je pense, de s'offrir avant, ben on voit que finalement, tout le monde travaille dans la même direction. On arrête de voir le gestionnaire puis le travailleur en opposition. Je vais devoir lui donner du temps supplémentaire. Je dois trouver quelqu'un pour mon vendredi soir. Il n'y a personne qui va le vouloir. Celui-là, je dois l'imposer. Si je collabore, si j'ouvre la discussion avec mes employés, puis la technologie vient, je pense, encadrer tout ça, puis mettre un peu les règles du jeu pour s'assurer que ce n'est pas le chaos, mais on voit que nos employés, finalement, il y a quelqu'un qui est content de le prendre le vendredi soir parce que ben, son conjoint travaille à ce moment-là, puis la personne aime beaucoup mieux prendre son lundi matin, finalement, ou quelqu'un d'autre trouve ce corps-là attrayant. Fait qu'on vient vraiment ajouter cette flexibilité-là, ce qui fait aussi que les gens sont beaucoup plus engagés dans leurs différents corps de travail, envers leurs horaires. Puis là, je me concentre sur l'horaire. On gère le temps, on gère les demandes de vacances, tout ça. Je rentre ça dans la grosse bulle de l'horaire, mais les gens sont beaucoup plus engagés parce qu'ils l'ont choisi. Des fois, ils ont pris le coup pour l'équipe. Ils ont décidé de le prendre le vendredi soir parce qu'ils sont conscients. Vos employés ne sont pas fous, puis ils ont choisi de travailler là. Ils ont envie que ça fonctionne. Fait qu'une fois de temps en temps, le corps qui ne leur tente pas, ça se peut qu'ils le prennent en se disant, regarde, c'est mon tour, et c'est ça qu'on voit. Il y a beaucoup plus de comblement, finalement, en impliquant les employés qu'en essayant d'imposer. Puis finalement, on se heurte aux contraintes de l'un, aux contraintes de l'autre qu'on n'a pas considérées, qu'on n'a pas pu considérer. Nous, on les a dans le logiciel. Lui, il ne peut pas travailler les vendredis matins. Elle ne peut pas travailler à tel moment. Elle préfère ces vendredis matins. On va aller utiliser tout ça. On va essayer de pousser des recommandations idéales à tout le monde et on va laisser l'avant-dernier mot, je veux dire, à vos employés et le dernier mot, finalement, au gestionnaire de s'assurer que son horaire est complet. Donc, les 720 000 heures qui vous manquent à chaque semaine, on va aller les chercher une après l'autre pour finalement que vous ayez une main-d'œuvre plus complète. C'est sûr qu'on ne peut pas inventer des gens. Après ça, ben, une fois qu'on a fait le tour de votre département, institution, réseau, ben là, on peut aller à l'externe, on peut vous aider à recruter. Puis même là, ce qu'on a lancé à ce niveau-là, ben, c'est des solutions de recrutement par quart de travail. Donc, j'affiche encore là, pas nécessairement un poste, j'affiche dès le jour 1 que je cherche quelqu'un pour mes vendredis soirs pour les prochains 6 mois et la personne qui va postuler va pouvoir savoir dans quoi elle s'engage. Peut-être que c'est un 40 heures, peut-être que c'est un 20 heures, peut-être que la personne va prendre un seul quart et on commence à voir toute l'attraction de ce modèle-là dans différents domaines parce que l'employé se sent en contrôle. On parle du fameux équilibre, conciliation, travail, famille. Bien, il est capable d'intégrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle en quelque chose qui fait du sens pour sa réalité. Et on finit par découvrir qu'on a autant de réalités finalement qu'on a d'employés. Et en mettant les règles du jeu claires, en mettant l'ensemble de nos besoins de main-d'œuvre en jeu, avec certaines assignations préalables pour ne pas se retrouver avec un bassin incontrôlable non plus, ben, on est capable d'arriver à un résultat qui convient aux deux parties. Puis finalement, au seul et même parti qui est votre organisation. Max, est-ce que votre outil technologique permet à l'employé, avec son téléphone intelligent, justement, d'être en interface avec les requêtes qui sont disponibles de travail? Est-ce que... On est parti du téléphone intelligent. OK. Donc, à la base, on a conçu, voilà, à l'époque, Evolia, comme une application mobile qu'on a amené après ça dans l'ordinateur, parce que pour le gestionnaire, on est au courant qu'on est capable d'en faire plus sur un écran 24 pouces. Mais l'employé qui est sur le terrain, qui reçoit un texto, ben, demain soir, j'ai besoin que tu sois à la maison avec les enfants, tout de suite, clique sur son corps de travail, j'ai besoin de me faire remplacer. L'algorithme embarque, quelqu'un 2 étages plus loin, quelqu'un qui est chez eux, lui, reçoit l'invitation parce qu'il est le premier sur la liste, je le veux, et c'est fait. Donc, toute cette collaboration-là est active en tout temps, grâce en bonne partie au mobile aussi. OK, parce qu'évidemment, quand on est gestionnaire dans le réseau, on a commencé avec le téléphone, après ça, les télévertisseurs, après ça, les téléphones intelligents, après ça, il y en a qui en ont 2, 3. Donc, finalement, ça nous amène à une lourdeur de gestion pour être en contact avec le personnel, puis vous offrez une solution qui est à portée, évidemment, de tout le monde parce que tu es connecté, tu reçois des informations live qui peuvent finalement te permettre d'être mis à contribution, alors que dans d'autres systèmes, on est plus contraint. Il y a tellement de tâches qui peuvent être automatisées. Il n'y a aucune logique à avoir quelqu'un, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, qui va appeler tous les employés, un après l'autre,
selon une liste prédéfinie pour voir s'il y en a un qui a le goût de travailler, puis qui va recevoir une autre demande de remplacement après, puis qui va reprendre le téléphone, rappeler les mêmes 150 employés, ou l'employé qui va appeler pour se faire lister l'ensemble des corps. C'est facile là, pour nous. On l'affiche sur un écran, tu cliques oui, tu cliques non, on y va dans l'ordre. Tout ça est tellement encadré, réglementé. Pourquoi ne pas faire simple au lieu d'imposer cette lourdeur-là, qui est honnêtement pas le travail le plus stimulant non plus, de répéter les mêmes informations encore et encore à quelqu'un qui pourrait amener tellement plus de valeur. Merci de ces précisions. Alors, voilà pour voilà, Merci, Max. la solution de « et voilà ». Maintenant, on va entendre Marcel qui va nous parler d'une approche différente, mais tout aussi contributive pour la rétention du personnel. Merci beaucoup, Louise. C'est très gentil. Bonjour tout le monde. Télécino Dave, s'il vous plaît. Et là, j'accuse mon âge avec Ça Télécino. traduit une génération. Oui. Alors, Médial Conseil Santé-Sécurité. Moi, je suis sorti de l'université en 1980 avec mon bac en relations industrielles. J'ai commencé dans une PME. Après ça, j'ai vécu pendant 10 ans les âges d'or, l'âge d'or des pâtes et papiers dans une très grande multinationale. Et à l'époque, déjà, on avait des problèmes, on avait des besoins au niveau du mieux-être. On a réussi à vendre à notre haute direction dans les années 80, imaginez-vous, un conseiller en alcoolisme et toxicomanie des années 80 à temps plein. Alors, j'ai démarré ma business en 1993, ça fait 30 ans. Quelle belle aventure médiale. Oui, on fait de la gestion de dossiers d'absentéisme. Oui, on fait de la prévention, des programmes de prévention, de la tarification CNESST, de la formation en ligne, formation en présentiel. On fait également de l'expertise pour faire tout ce qui a trait au mieux-être au travail. Et c'est ça. C'est de ça que je vais vous entretenir aujourd'hui. Le mieux-être au travail, et je l'exprime de manière très précise, ce mieux-être au travail-là, c'est la norme entreprise en santé. J'ai eu la chance exceptionnelle, il y avait besoin d'un spécialiste santé-sécurité lorsque la norme a été créée. Là, je remonte dans le temps, 2007, je suis avec le BNQ, c'est une norme publique, hein, c'est une norme publique de type ISO portant sur le mieux-être au travail. Alors, et on avait à notre table la santé publique, le Dr Vizina était là. On avait quelques multinationales, la partie syndicale était là. On a défini qu'est-ce qu'on voulait faire en termes de mieux-être au travail. On a pris les définitions. C'est assis de manière très, très solide sur les définitions de la norme mondiale de la santé et les risques psychosociaux. Donc, cette norme-là, elle est née dans les années 2008. Et j'étais à la table, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je suis président d'entreprise, mais je vais l'implanter, cette norme-là. On l'a implantée, les premiers. Il a fallu créer les questionnaires. Ça a été un travail exceptionnel. Et on a implanté la norme entreprise en santé niveau élite. Et cette norme-là, elle a été révisée il y a 2 ans. Et imaginez-vous une norme qui est née au Québec. Imaginez-vous. Le reste du Canada l'a tellement aimé que le BNQ, avec nos amis CSA, Canadian Standard Association, en ont fait une norme canadienne. Donc maintenant, elle s'appelle la CAN BNQ 9700. Disponible en ligne, c'est disponible en ligne. Et là, je vous mets un élément de contexte qui est fondamental et qui va déterminer est-ce que l'on traite cette norme-là comme une opportunité? Je pense que oui. Alors, ça fait à peu près 15 mois. Il y a eu une réforme majeure sur les 2 lois en santé et sécurité du travail. Je vais vous parler principalement de la LLS, la loi santé et sécurité du travail, l'article 51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité, intégrité physique et psychique, j'ai souligné, du travailleur. Alors, avant 2021, on était dans bec et bobo. C'était strictement les risques physiques. Alors, imaginez-vous, le ministre, lorsqu'il a expliqué cette loi-là, en commission parlementaire, il a déposé
la définition des risques psychosociaux de l'Institut national de la santé publique. Ça a été déposé. Ça va être défini comme ça par les tribunaux. On va devoir travailler, définir, il y a un autre article de loi, je ne l'ai pas tous mis, on va devoir définir nos risques psychosociaux et les représentants santé-sécurité vont être formés là-dessus. Donc, il vaut mieux qu'on les connaisse bien comme il faut. Et je vous ai mis des principaux risques psychosociaux retenus par l'INSPQ, des déposés par le ministre. Le harcèlement, information et communication, la reconnaissance, la courtoisie, civilité, le respect, la clarté des rôles. Eh oui. Les événements à potentiel traumatique, la charge de travail, il faut le dire, hein, la charge de travail, le soutien du supérieur immédiat, l'autonomie décisionnelle et la conciliation travail-vie personnelle. Et voilà, le menu, c'est un 9 services, vous l'avez. Bon appétit. Alors, on va devoir digérer tout ça. Et moi, ce que je vous soumets, c'est que vous avez une opportunité. Et là, vous me dites, Marcel, on veut parler de rétention. Je vous parle de rétention depuis le début. Parce que gérer les risques psychosociaux, ça contribue à la rétention. C'est une opportunité. Maintenant, c'est une loi de gérer l'intégrité psychique. Je vous soumets que cette norme-là, entreprise en santé, nous, on est du niveau Élite Plus, on a même fait un service qui s'appelle Viveness. Je vous soumets que c'est une opportunité pour pratiquer la rétention. C'est de l'amélioration continue. On procède avec collecte de données. Est-ce qu'on se certifie? Actuellement, on est dans plusieurs centres de services scolaires. Est-ce qu'on se certifie ou pas? Il y en a qui décident de se certifier, d'autres pas. C'est une décision que vous allez devoir prendre. Télécino, mon cher Dave, merci. Il est extraordinaire. Hein? Alors, les principaux thèmes abordés dans une collecte de données, c'est ceux-là. On peut en rajouter. Vous voyez, là, j'ai omis, je ne l'ai pas omis, je sais que vous ne l'avez pas oublié, là, charge de travail. Alors, lorsqu'on a commencé, nous, parce qu'on était les premiers à passer ça ici au Québec, cette norme-là, on a eu du plaisir là-dessus, et on posait des questions sur la charge de travail. Moi, je suis président d'entreprise. Ah oui, on les pose des questions. Ça nous permet de chiffrer une réalité. Ça nous permet de chiffrer les problématiques qu'on a. Plutôt de dire, ben là, je pense que j'ai un problème, on les chiffre. Et c'est probablement, c'est sûrement, je vous avoue, là, comme président d'entreprise, des fois, il faut avaler, il faut être prêt à écouter la réalité. Charge de travail, ça a été, on a eu à travailler effectivement beaucoup là-dessus. Alors, je vais être prêt à répondre à vos questions tout à l'heure et à m'entretenir avec mes tout à fait charmants collègues ici pour vous faire avancer dans cette opportunité. Merci. Monsieur Curodo, dans la collecte que vous abordez, qui est appliquée dans les entreprises ou qui peut être appliquée dans les organisations ici, est-ce que vous avez pu mesurer certains résultats sur le bien-être au travail ou la santé issus de l'association avec Entreprises en santé puis des principes que vous avez émis tout à l'heure? Est-ce qu'on a certains résultats? Oui, je vais offrir mes compagnies en exemple, par exemple. Alors, la norme, c'est 4 sphères. Alors, c'est la sphère de la santé des individus, c'est l'environnement de travail, tout ce qui est santé, sécurité pure et dure. Vous avez la conciliation travail-vie personnelle, là, donc je parle pas travail-famille, travail-vie personnelle, et les saines pratiques de gestion. Là, vous avez dans la première colonne toutes plein de saines pratiques de gestion. Lorsqu'on a commencé, on avait un taux de satisfaction global sur ces 4 sphères-là de 85 %. On a augmenté de 10 %. On est à 95 là, maintenant. Alors, lorsque vient le temps de recruter des gens, là, le bouche à oreille se fait très bien. Je n'ai pas tellement de difficultés. Intéressant. Bon, mais il y a des écueils aussi. Ce n'est pas tout un champ de roses. Excusez-moi, madame. Quand on me compare à un champ, ça va bien. Quel jeu de mots approprié. Oui, mais c'est magnifique. Allez.
Bon, merci de ces informations. Mais Max, j'aimerais ça t'entendre. Est-ce que dans votre entreprise où vous avez déployé votre fameux outil technologique, est-ce que vous avez pu mesurer des résultats, soit sur la rétention ou à tout le moins de la perception des utilisateurs face à l'utilisation justement de la technologie? Ben déjà, la première chose qu'on amène avec la technologie, c'est l'aspect mesurable de la chose. Donc, on commence à collecter des données dans plusieurs cas. Dans ceux qui avaient déjà des données, ben, on voit de 10 à 15% de quarts de travail de plus qui réussissent à être assignés à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ça peut aller quand même assez loin. Ceux qui l'ont mesuré en dollars, on parle de 100 fois le retour sur investissement des dollars investis. Bon, le logiciel n'est pas très cher, mais au-delà de ça, c'est de l'absentéisme, c'est des ressources, c'est du taux de roulement, c'est de la productivité, c'est tous ces enjeux-là qui vont être traités et qu'on est capable d'observer. Au niveau de la satisfaction des employés, 98% des employés, quand on les sonde, sont satisfaits du logiciel, mais au-delà du logiciel, du fait d'avoir une solution technologique qui vient remplacer la paperasse, la bureaucratie qui était là avant. Et bon, ça se chiffre moins bien, mais les syndicats qui sont assis autour de la table sont aussi très satisfaits en général. Donc, tous ces gens-là qu'on va penser réticents au changement à la base ou peu importe qui ont des barrières, mais finalement embrassent cette technologie-là quand c'est bien fait, quand c'est bien implanté, évidemment. Good, intéressant. Sylvie, est-ce que toi, tu as des expériences pour lesquelles tu as mesuré des résultats, puis tu as Oui. sûrement, toi aussi, innové. Alors, parle-nous des solutions qui pourraient être intéressantes pour nos participants. Bien, j'ai envie de parler d'une solution technologique que j'ai essayée, puis j'ai envie de rebondir sur ce que j'ai entendu de mes collègues, si je peux prendre 3 minutes, pour rebondir sur ce que Monsieur Santé Sécurité dit. Oui. Donc, tout ça, c'est indéniable. Ça, c'est la base. Il faut le faire. C'est même pas penser à la rétention, là, c'est des obligations. Point. Il faut tout faire ça. Comment? Bien là, vos équipes, on peut en parler si on a le temps tout à l'heure, mais c'est sûr qu'il faut tout gérer, chacun de ce qu'il a dit. Par rapport à ce que mon collègue fait, je ne suis pas bonne des noms, Maxime, le lien avec la rétention que je fais ici, c'est que, il n'y a pas de TSO ou moins, en tout cas, premièrement, pour ceux qui sont affectés par le TSO. Ensuite de ça, il y a le fait que les employés sont autonomes, se sentent en contrôle, et on l'a dit tantôt, là, la première chose qu'ils veulent, c'est avoir une autonomie puis une prévisibilité de leur horaire. Donc, c'est un point important. Après, je vais y aller avec mon expérience de technologie. Après, ce que j'ai envie de vous dire, pour les moyens de rétention, mesurez chez vous. Ce qui fait chez moi ne fera pas nécessairement chez vous. Allez voir pourquoi vos gens sont absents, puis là, je vais arriver à mon outil. Pourquoi les gens sont absents? Pourquoi ils sont en invalidité? Pourquoi la disponibilité n'est pas maximale? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne donnent pas une journée ou 2 journées de plus? Allez voir. Prenez des mesures. Puis ça, c'est des outils technologiques qui vont pouvoir vous aider à prendre les mesures pour aller mettre en place des solutions adaptées à votre propre réalité. Par exemple, un outil technologique dans mon ancienne vie qu'on a utilisé, les employés absents pour des causes de santé mentale, souvent, on part avec des troubles de sommeil. Donc, un trouble de sommeil, on touche à tout le monde, puis c'est un symptôme qui amène des invalidités. Donc, on a dit, parfait, on va travailler, au lieu de travailler sur la santé mentale, on va travailler sur des troubles de sommeil, et on a fait un projet avec un outil technologique qui s'appelle Aléo, qui a fait en sorte que les employés ont apprécié et les employés sont partis moins longtemps, ne sont pas partis ou on s'en est occupé. On a pris soin de nos employés. Le bien-être global, c'est ça. C'est d'utiliser ces outils technologiques-là en mode de prévention et en mode de rétention. On touche à plus d'un objectif à la fois à ce moment-là. Donc, est-ce que tu pourrais décrire un peu pour ceux peut-être qui sont moins connaissants, qu'est-ce que Aléo? Aléo, c'est un outil technologique. Puis d'ailleurs, j'ai vu leur kiosque. C'est un outil technologique qui va aider les gens à avoir un meilleur sommeil. Et le meilleur sommeil, je suis sûre qu'il y en a dans la salle comme moi, qui ne dort pas toujours, bien, ça a une influence par la suite sur la productivité, la disponibilité, les démissions silencieuses, d'être au travail, mais de ne pas être au travail.
Donc, et une diminution sur les heures d'absentéisme et sur les invalidités. Donc, c'est une application aussi. Il y a des gens qui vont pouvoir tout vous expliquer en fonction des catégories, mais on l'a utilisé, on l'a testé, et j'arrive à Laval, et mon PDG n'est pas là, mais c'est sûr que je veux le prendre aussi pour Laval. Voilà. Alors, intéressant parce que dans le fond, dans toute stratégie, c'est important de mesurer d'où on part pour savoir où on veut aller. Parce que les gains, parfois, ne sont pas comme immenses, mais on a des avancées. Puis je pense que dans la vie, il faut toujours continuer d'avancer et de s'améliorer. Puis à un moment donné, on arrive à une étape où on estime qu'on est fier, puis on peut faire des liens entre nos efforts et les résultats mesurés. C'est sûr qu'au-delà des résultats qui peuvent être positifs, ce qui est important, c'est comment je fais pour évaluer c'est quoi les facteurs dans mon organisation, qu'est-ce que moi j'ai comme actif qui va m'aider à réussir avec Entreprise en santé. Si vous deviez commencer avec un établissement, qu'est-ce que vous pourriez leur dire qui sont des éléments aidants pour amener des résultats favorables? C'est quoi nos actifs, nos leviers? L'implication de la haute direction est absolument fondamentale lorsque l'on veut implanter la norme entreprise en santé. On ne peut pas passer à côté de ça, là. Parce que vous allez devoir créer un comité qui va gérer cette norme-là, patronale, syndicale. Il va y avoir vos collègues et la partie syndicale sur ce comité-là. Et un plan d'action va être élaboré suite à la collecte de données. Et on commence évidemment avec les sujets qui ont été répertoriés comme étant les plus fondamentaux. Donc, souvent, c'est du enquête de base. Et la haute direction peut penser, on va ouvrir une canne de verre. On n'ouvre pas de canne de verre. On décrit en chiffres une réalité. Et ça nous permet de fixer des priorités. Et souvent, ça va être la civilité. Quelque chose d'absolument fondamental, moi, comme président, j'en veux pas dans mes entreprises, c'est le harcèlement. Alors, les questions, là, avez-vous déjà été témoin de harcèlement? Avez-vous déjà vécu du harcèlement? Il faut les poser, ces questions-là. Il faut avoir des réponses. Il faut être capable de les traiter. Civilité. Donc, c'est souvent du hockey de base. Moi qui est fan des Nordiques, quand même. Alors, hockey de base et implication de la haute direction. Il faut rassurer, là, on n'ouvre pas de canne de verre, on travaille avec les équipes en place. C'est absolument fondamental. Je trouve ça intéressant parce que comme dirigeante d'un CIS, quand j'étais PTG, je me dis, c'est toujours mieux d'avoir un portrait, même s'il est plus difficile ou plus négatif ou qu'il y a des objets plus critiques qui sont exprimés. Parce qu'à partir du moment où c'est dit et qu'on le partage, ben là, on est plus en synergie pour travailler sur les solutions. Alors ça, je pense qu'il faut apprendre au fil des années qu'un bulletin parfait, peut-être qu'on a pu avoir un examen à 100% quand on était aux études, mais comme dirigeant puis comme gestionnaire, on n'a pas de bulletin parfait. Ce qui est important, c'est de dire comment je peux améliorer toujours ce bulletin ou les résultats de mon équipe. Et parfois, on fait un pas en arrière, mais je pense qu'Entreprise en santé, dans ce que vous avez exprimé, nous offre une multitude d'aspects sur lesquels on peut agir favorablement. Donc, absolument. C'est très bien. J'aimerais ça, Max, que tu nous dises, étant donné que tu as beaucoup de clients dans l'industrie qui est hors réseau de la santé et des services sociaux, quand tu es arrivé avec tout notre groupe de dirigeants, qu'est-ce que tu as vu dans les organisations où ta technologie est implantée puis qui a été très aidant? Parce que tout le monde est branché, mais on n'est pas tous branchés sur la même technologie. Alors, de faire cette convergence,
Dis-moi ce que tu as trouvé dans le réseau qui constitue une plus-value pour réussir à Je vais l'implanter. commencer, je pense, par briser le mythe que j'entends depuis hier soir, là, quand l'événement a commencé. Et je me fais dire, vous avez dû donc trouver ça compliqué d'arriver dans le réseau de la santé. Non, pas du tout. Vous avez une lourdeur, vous avez un volume, vous avez beaucoup d'employés. C'est compliqué manuellement, mais c'est organisé. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous avez besoin. Pour nous, en technologie, c'est le saint Graal de la simplicité. On arrive dans d'autres domaines, là, ils ont 50 employés, ils veulent implanter la solution, tout le monde se dit que ça va être donc facile, et là, on arrive jour 1, je n'ai pas leur courriel, je vais leur demander, je vais les appeler pour le savoir. C'est ce genre de problème-là qu'on peut voir. Quand on arrive dans le réseau de la santé, il y a une prise en charge, il y a un chargé de projet, il y a un plan de communication interne. C'est ça qui fait le réel succès des projets. Puis c'est ça qui vient dynamiser parce que ça, oui, il faut évidemment l'aval de la haute direction, mais ça part des employés, ça part du nombre. Puis, des fois, le risque, c'est de trop le réfléchir au début, finalement, ne pas arriver au projet. On l'a vu avec une pandémie, on a eu des premiers Suisses qui nous ont appelés en panique. Hey, ça fait 2 jours que c'est la panique, j'ai besoin de gens pour faire de la vaccination. Pouvez-vous nous aider à organiser les horaires, trouver des gens qui viennent d'à peu près n'importe où, puis les mettre dans des cadres de travail? Mais 2 jours après, on avait quelque chose en place. C'était pas parfait, mais ça a fait qu'il y a des centres de vaccination qui pouvaient ouvrir au fur et à mesure qu'il y avait des gens qui étaient libres et compétents pour travailler là. Ils voyaient les cadres de travail et ils sautaient dessus, à un point où 2, 3, 4 semaines après, on avait 500 personnes à peu près qui postulaient pour chacun des cadres de travail. On avait un peu le problème contraire, mais c'était opérationnel. Si on avait pris le temps de surpenser à tout ça, sans l'essayer, on serait arrivé avec un projet qui aurait probablement été à côté du besoin. Fait que c'est cet engouement-là, puis on le voit avec l'autogestion. Il y a un dynamisme dans le secteur de la santé qui est rafraîchissant, puis je vous en félicite parce que c'est plaisant puis c'est simple de mettre en place ces projets-là. On va faire la vague. C'est ça. On va s'applaudir. Mais il faut se lancer des roses, des fleurs une fois de temps en temps quand on mérite. Je ne le mettrai plus, mon linge rose, c'est bon. Mais c'est intéressant, puis merci Max de le dire, parce que c'est vrai qu'on a un univers quand même qui est complexe, mais on a des traditions de super organisation, puis dans le cas de l'implantation de la technologie, ça facilite les choses. Mais vous gérez de l'urgence, puis on le sent. Quand quelque chose est problématique, il y a un désir de le régler, et ça fait du bien. Puis la technologie, c'est ça son avantage, ça bouge vite, ça peut bouger vite, donc on en profite ensemble. Bon, alors Sylvie, parle-nous les leviers, en tout cas peut-être que pour toi, tu les associes à des éléments que tu vois dans ton organisation, mais parfois nos leviers sont contrebalancés par certains obstacles, puis il ne faut pas que nos qualités se transforment en freins à réussir. Fait que peux-tu un peu nous parler de qu'est-ce que tu vis, toi, comme directrice des ressources humaines, comment tu fais une lecture de ces éléments-là, les obstacles, puis les leviers, puis comment potentialiser les leviers, puis réduire évidemment la présence des obstacles? Il y a plein de choses que je ne veux pas oublier dans ce secteur où on est rendu aujourd'hui. Je le sais qu'on est une entreprise de soins, mais c'est ça le plus grand à quoi on se confronte autour de la table, au comité de direction, puis dans ma tête comme DRH, puis quand j'écoute les gens en soins, c'est OK, on a le choix. Vous me demandez de m'occuper du personnel, vous nous demandez de mettre en place de la rétention, mais il faut passer à travers l'été. Fait que cet été, là, Sylvie, là, donne-moi le truc, là, parce que c'est pas vrai, ça n'arrive pas chez nous ce que je vous raconte, hein, c'est vraiment hypothétique. Donne-moi le truc là, pour faire des obligations de changement de corps, pour déplacer des gens, hein? Puis c'est ça. OK. Puis en même temps, tu me demandes d'être en rétention. Donc, ces besoins-là que je comprends se confrontent. Donc, il y a une décision à prendre de façon organisationnelle sur qu'est-ce qu'on veut. À court terme, je vais le répondre, mon besoin. Cet été, on va passer au travers. Mais à moyen terme, là, on ne passera pas l'hiver. C'est ça qu'on va faire.
Puis en même temps, je comprends les gens qui me disent « Oui, mais c'est lui, je fais quoi? » Ben oui, je le sais, il ne faut pas fermer de lit, je ne veux pas fermer des soins, la population est là, je suis dans le réseau parce que j'y crois. En même temps, je fais quoi? Je dis quoi? Donc, il y a de plus en plus d'investissements dans le réseau. À un moment donné, tu dis, OK, il faut que j'ouvre mes maisons des aînés, il faut que j'ouvre les CHSLD, il faut que je fasse les mini-hôpitaux, il faut que je fasse ça. Mais le personnel, c'est le même, là. C'est le même qu'on se partage. Donc, il y a cette décision-là qui ne peut pas être prise par moi, ni par vous, mais par la direction, et de choisir, de prioriser, de faire des stratégies. L'autre chose, le partenariat. Les médecins ne peuvent pas, puis ils ne le font pas, là, ils ne peuvent pas juste nous dire « Tu vas faire quoi, Sylvie, pour recruter? Tu vas faire quoi pour garder le personnel? » Non, on va faire quoi? C'est à qui la job de la rétention? Aux ressources humaines? Je ne peux pas. Non, Je ne peux pas. Je peux pas. J'ai besoin de mes syndicats, j'ai besoin des associations, j'ai besoin des médecins, j'ai besoin des cadres. Occupons-nous des cadres. Ça, c'est un autre message aujourd'hui. Des employés, oui, mais c'est qui va porter les messages? C'est qui? C'est nos cadres. On a besoin de s'occuper, d'être assurés qu'ils ont tout ce qu'il faut pour mettre sur le plancher après des choses. Donc, partenariat, choix, soins versus rétention et ne nous éparpillons pas. Il est facile de partir plein de programmes. Il est facile. Basez-vous sur des données. Aux ressources humaines, souvent, c'est flou. Il y a des moyens. On parle de moyens technologiques, là. Il y a nos salles de pilotage, il y a les Power BI. Parlez. Allez. Puis, l'autre chose, parlez aussi aux employés. Dites ce que vous faites, puis faites ce que vous dites. Ça, c'est sûr, mais allez dire ce que vous allez faire, puis allez chercher. L'autre chose, je pense qu'il faut convaincre nos partenaires, puis j'essaie, nos partenaires syndicaux, nos partenaires des associations, peu importe, là, la conséquence qu'ils ont dans leur agissement, dans la conséquence que nous avons, nous, quand on parle aux gens, à ma tante, à nos mononcles, mais aussi aux journalistes. Mais aussi, c'est quoi la conséquence de ça? Il y a un job de consolidation de l'effort, de dire on veut quoi pour notre réseau, on veut quoi pour nos employés, qu'est-ce qu'ils veulent, mais il faut être là ensemble. Puis il y a des décisions à prendre sur les soins. Donc, c'est des obstacles et leviers à la fois. C'est très intéressant, puis ça fait beaucoup de liens avec ce que Marcel a évoqué tout à l'heure. J'aimerais ça qu'on remette le dernier panorama d'écran que vous avez présenté, M. Curodo, parce qu'il y avait dans ça... Télésino. Exactement. Les éléments du savoir-être, de l'humanisme au travail, de l'attitude et du comportement des personnes qui peuvent faire en sorte que la pire mauvaise nouvelle peut être bien reçue. Alors, tu exprimais, dans le fond, la dualité, Sylvie, dans laquelle vous êtes placée, puis que les gestionnaires vous êtes placés, de devoir arriver avec un résultat de présence d'employés dans un contexte où c'est toute la façon dont vous allez traiter ça, demander, interagir, vous comporter, se comporter, amener les médecins, eux aussi, à adhérer à cette vision-là du mieux-être et du comportement au travail qui va faire en sorte qu'on va se donner de la force collectivement de passer à travers là, les années qui sont quand même difficiles. Il ne faut pas nier, là, la difficulté est là de façon importante, mais ça fait une différence là, dans comment l'organisation va être capable de passer au travers. Si vous permettez, Louise, j'aimerais faire du millage sur ce que Sylvie nous a dit. La fonction ressources humaines n'est pas la seule responsable de la rétention. Ça, c'est extrêmement important. C'est un travail d'équipe. Lorsqu'on effectue la fonction ressources humaines, je l'ai fait pendant de nombreuses années, on peut parfois nous tendre de petits problèmes, n'est-ce pas, Sylvie? Hein? On nous tend des problèmes. On nous tend des problèmes. Mais c'est lorsqu'on va
procéder à la collecte de données, vous allez vous rendre compte que ces problèmes-là sont bien chiffrés et sont dans l'ensemble de l'établissement ou des établissements. Et la fonction ressources humaines, c'est un peu un dynamo de formation aussi, qui va rassembler, parce que c'est important, le leadership, c'est de rassembler et qu'on aille dans une direction commune. Et j'applaudis tout à fait les propos de Sylvie. Ressources humaines n'est pas le dépositaire de la rétention. On n'est pas les seuls dépositaires. Oui, on a notre lot, mais c'est un travail d'équipe. Beau commentaire, on serait prêt à accueillir, puis je suis certain que vous avez des questions, pour nos conférenciers. Il nous reste 20 minutes à cette conférence, et puis on accueillerait vos réactions à ce que t'es présenté, vos questions d'intérêt. Alors, les micros sont là, vous pouvez vous adresser à l'ensemble des panélistes ou sur une question spécifique qui a été présentée. Allez. La parole est à vous. Bombardez-nous. Nous sommes prêts. Bonjour. Oh là là. Oui, OK. Télésino. Bonjour, Alex Fontaine, je suis gestionnaire à CIUS-MCQ. Ma question s'adresse surtout à Mme Sylvie. J'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes. Moi, mon principal enjeu, la plupart du temps, c'est le partenaire syndical, qui est très laborieux au changement, parce qu'on est toujours en train de voir un peu le côté caché de « Ah oui, mais dans le fond, on va l'entourlouper, l'employé. Ah, finalement, ce ne sera pas un congé qu'il va avoir. Comment qu'on fait pour gérer ou pour ramener ce partenariat-là à un autre niveau pour avoir vraiment la rétention qu'on a de besoin? Parce que j'ai l'impression que c'est en très grande majorité un problème qui vient vraiment syndicalement. OK. Si j'entends votre question, vous dites comment je fais pour amener mes syndicats à venir avec ma cause. OK. Moi, j'adore les syndicats. Moi, ils me sont très, très, très utiles. Puis là, attendez pas que je suis syndicaliste, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que ils me sont d'un grand aide. Et comment je fais? J'arrive dans un nouvel établissement maintenant, là, ça fait 8 semaines. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. Fait que moi, je leur ai dit, croyez-moi pas, faites-moi pas confiance. Pour vrai, on va travailler ensemble. Puis la façon, moi, je les garde à côté de moi. Vraiment. Puis on se parle vraiment beaucoup et je les informe de tout ce que je peux les informer. Et c'est comme ça ça fait juste 2 mois, là, puis je vois déjà comme une différence. Puis où je travaillais avant, il y avait mon texto, on s'échangeait, c'était la paix au travail. Je leur demande aussi, regarde, j'ai fait ça, je ne veux pas avoir raison dans la vie, moi. Moi, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Y a-t-il d'autres choses? Moi, là, avant de contraindre des fins de semaine, ben, je ne veux pas arriver là, mais à un moment donné, il faut quand même que les soins se lient. Fait qu'on fait quoi? Moi, j'ai pensé à ça. Y a-t-il d'autres façons que tu vois? Puis avec qui on peut parler? Puis, fait que moi la façon, puis je dis pas que c'est la bonne, je dis que ça fonctionne pour moi, c'est la transparence, puis le plus proche de moi. Je ne sais pas si ça répond. C'est dans l'attitude aussi. Tout est savoir-être. Tout est communication. Fait que, puis aussi, ouais, même si moi je le fais, si mes gestionnaires ne le font pas, moi ce que j'ai dit, puis ce que je dis à mes gestionnaires, c'est sûr que si vous me dites que ça ne marchera pas, puis qu'ils sont fermés, ça ne marchera pas, puis ils vont rester fermés. C'est sûr. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, on peut tout changer, nous autres? On peut essayer d'autres choses qu'on n'a pas essayées? On ne s'est jamais parlé, puis on chicane. On peut juste essayer de se parler. De faire complètement autrement. Complètement autrement. Faisons-leur confiance, les yeux fermés, puis on verra ce qu'ils peuvent nous apporter. Intéressant. Dans le fond, Ouais. Sylvie, tu nous témoignes que les représentants syndicaux, dans le fond, pour toi, ce sont des alliés. Tout à fait. Je vois ça, tu Tout veux à les fait. avoir proches avec toi. Ils ont des intérêts, ils défendent les intérêts et les conditions de travail qui sont dans la convention collective, mais dans le fond, vous deux, vous défendez le bien-être puis la rétention, l'attraction du personnel. Donc, vous vous rejoignez, vous avez chacun vos moyens. Puis c'est intéressant parce que tu parles de transparence, puis la transparence, ça inspire la confiance.
Ouais. Hein? C'est sûr qu'on arrive comme gestionnaire, il y a une histoire dans l'organisation, on prend le relais de quelqu'un d'autre. Toi, tu prends le relais d'une personne qui était dans la fonction et tu dois inspirer, tu dois établir la confiance avec ton partenaire syndical. Des fois, c'est des petits succès, des petits gestes qui induisent, évidemment, mais assurément, je comprends que pour toi, le travail d'équipe, la transparence amène la confiance et puis là, tu espères bâtir là, sur cette relation-là. Exact. Intéressant. D'autres gens ont des questions pour nos panélistes? C'est notre futur relève qui s'en vient. Oui, Oui, c'est Et ça. On les Faut recrute l'inscrire. jeunes. notre futur gestionnaire. Il faut l'inscrire sur des cadres. Première ligne. Moi, c'est Sophie Carrière. Je suis médecin et omnipraticienne. Ma question pour vous est la suivante. C'est sûr que c'est très... il y a un petit peu de micro, mais beaucoup de macro dans ce que vous nous présentez aujourd'hui. Moi, je travaille en GMF. Nous, notre plus grande problématique de rétention est plutôt au niveau secrétarial. Je me demandais si vous aviez des perles cliniques ou des perles cliniques, ne sont pas cliniques pas en tout, tu vois, mais des perles à nous suggérer. J'ai écouté, j'ai entendu vos suggestions au niveau de toutes les pas des suggestions, mais là où on peut travailler auprès de nos employés. Mais cela dit, je me demandais si vous n'aviez pas des conseils, des perles que nous, on pourrait utiliser en clinique plus de façon micro que macro. Parce que, tu sais, je veux bien implanter, Maxime, un système comme ça, mais nous, on n'a pas de chiffres à combler, là. C'est plutôt des postes à combler. Puis on parle du personnel de bureau, personnel administratif. Oui. Parce que, OK, tu sais, la dans ce majorité des groupe-là. GMF ici au Québec, on a tous, c'est comme tous des mini-entreprises. Exact. Comme médecin de famille, tu le sais pas, tu fais ta médecine de famille, mais tu sais pas que tu vas devenir gestionnaire un jour d'une clinique médicale. Puis tu n'as pas non plus les aptitudes ni le bagage qui vient avec. Mais on a tous à trouver des secrétaires, on a tous à... oui, on va en avoir des infirmières qui vont nous être prêtées par le format GMF, mais on va avoir engagé nos propres employés également. Puis toute cette rotation-là de personnel, je trouve ça pas si évident que ça dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Vous avez raison, c'est pas facile de remplacer du personnel. Lorsqu'on a ce que j'aime beaucoup faire, là, c'est d'avoir une description de tâche assez précise. Et lorsqu'on rencontre la personne, bien lui décrire, il ne faut pas rien lui cacher. Il faut éviter les surprises. Hein? Je présente un poste, il faut essayer de vraiment d'être très transparent sur la nature du poste, bien le définir, avoir suffisamment de formation. Et si jamais la personne quitte, je vous soumets de toujours faire une entrevue de départ. Toujours. Toujours faire une entrevue de départ et d'acheminer les questions que vous allez poser à la personne, pas la prendre par surprise. Alors, vous pouvez faire un questionnaire très précis, c'est pas tellement compliqué, ça va prendre une demi-heure, et vous allez pouvoir bâtir sur les impressions que les gens ont et avoir des postes, je pense, des personnes qui vont rester plus longtemps dans vos postes de travail. De la clarté. J'en prends bonne note. L'autre chose, c'est que c'est des postes où il n'y a pas de possibilité d'évolution. C'est ça. Tu sais, dans une entreprise, là, je veux dire, Faut le c'est dire. là où, comment est-ce que tu veux essayer de garder tes troupes quand... Bien, j'avais envie, sur votre premier point, de vous dire ce que j'ai essayé, ce que j'ai déjà fait, parce que agent administratif, là, c'est vraiment compliqué, c'est complexe, puis c'est difficile d'intégrer le réseau. On se comprend? Bon. Fait que faut travailler sur l'accueil et l'intégration. Des fois, moi, j'ai fait un tronc commun. Donc, n'importe qui rentrait, puis là, je comprends qu'en clinique, c'est plus petit qu'un hôpital, mais n'importe qui rentrait comme agent administratif avait un tronc commun à apprendre et un mentor. Le mentor était capable de dire « Ah, il manque telle affaire, c'est plus long. C'est plus long. L'intégration est plus longue, mais la personne, elle se sent vraiment accueillie, elle se sent désirée, puis on respecte son évolution, puis on lui donne une intégration et de l'information, puis un mentor. Ça peut aider à la rétention et à l'attraction, parce que ça va se parler. Rapidement, là, je peux vous dire C'est ça. intéressant, Sylvie, parce que c'est vrai qu'on peut se sentir
submergée parce que le travail en GMF, c'est du volume quotidiennement. Les stimuli viennent de la personne en face, du téléphone, du professionnel, du médecin qui revient avec ses dossiers. Puis en même temps, les gens peuvent... Le niveau de stress augmente. Puis, qui est ma bouée de sauvetage? Donc, toi, l'approche avec un mentor, c'est comme une association entre un agent administratif, celui qui fait le même travail, mais qui est plus expérimenté, puis quelqu'un qui arrive, puis qui devient comme une sorte de référence. Il y a comme un lien qui s'installe, puis la personne est plus, qui arrive est plus à l'aise d'aller poser ses questions en n'ayant pas peur de dire, mon Dieu, peut-être que c'est trop banal, j'ai oublié quelque chose qu'ils m'ont dit, mais au contraire, là, créer cette zone-là là, de pouvoir être rassuré puis répondu. Oui, puis deux choses là-dessus, là, pour la rétention, que je viens de penser à quelque chose. Premièrement, si vous avez de l'immigration, là, jumelez-les avant qu'ils arrivent. Dans l'organisation, là, il y a des infirmières d'Afrique qui arrivent, là. Bien, ils sont encore en Afrique, là, puis nous, on leur parle, là. On leur écrit, on leur parle, hey, tu s'en viens au Québec, voici ce qui va se passer. Ça aussi, c'est de la rétention. L'autre chose, là, les gens qui accueillent dans le réseau, là, sont fatigués. Ils sont vraiment fatigués. Nos précepteurs ou nos mentors sont très fatigués. Puis ce qui fait en sorte que parfois, l'intégration ne se passe pas bien. Puis ça, c'est pas bon pour la rétention. Fait que d'avoir quelque chose, tout à l'heure, je parlais des cadres, puis je parlais de, mais donnez-en aussi à vos précepteurs, à vos mentors. Trouver une façon de voir qu'est-ce que tu as besoin pour être un bon mentor. Puis ils sont fatigués, là, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, c'est une cause de départ ou une faiblesse à la rétention à l'entrée. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, Sylvie. J'ai introduit une notion. Dans ma carrière, je me suis permise d'aller aux États-Unis visiter des hôpitaux magnétiques. Alors, ceux qui sont un petit peu dans le milieu hospitalier, les États-Unis ont développé depuis plusieurs années, suite à une étude qui a été faite dans les années 70, mais la population étudiée était des infirmières. Et la question, et c'était des infirmières, ils ont fait un appel d'offres pour la participation à l'étude. Donc, il y avait des grandes organisations, des petites organisations, des moyennes organisations. Puis, ils ont évalué qu'est-ce qui faisait que certains établissements retenaient plus puis étaient plus attractifs que d'autres, significativement, avec tous les outils en recherche. Et les hôpitaux magnétiques ont identifié 9 ou 10 éléments. En fait, les chercheurs ont identifié 9 ou 10 éléments qui étaient plus présents et plus forts, plus implantés, plus disséminés dans les établissements qui avaient significativement un taux de rétention et d'attraction plus élevé. Et j'ai été... c'est fascinant, cette recherche-là, vous pourrez la lire. Puis quand j'ai présenté à d'autres professionnels que des infirmières, les gens ont dit, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les pharmaciens, mais c'est vrai aussi pour nous. Donc, on peut supposer que ces facteurs-là sont aussi de rétention et d'attraction. Et ce qui est intéressant au colloque, on avait une activité pré-congrès, puis moi, j'avais choisi d'aller visiter le secteur des unités de soins intensifs, puis je pense que j'avais comme la préadmission. Alors, je m'en vais avec mon groupe de visite. J'avais peut-être, comme directrice des soins infirmiers, je ne sais pas, je devais avoir comme 40 ans à l'époque. Et la personne qui me faisait visiter les soins intensifs avait à peu près comme 23 ans. C'était une infirmière, 23 ans. Fait que c'est sûr qu'elle n'avait pas 20 ans d'expérience, c'était l'évidence même. Alors, c'est elle qui nous a guidés pendant la visite. Et là, j'ai dit, comment vous avez été sélectionné pour être notre guide aujourd'hui? Elle a dit, moi, je travaille aux soins intensifs. Puis elle a dit, comme infirmière, on doit tous choisir une responsabilité particulière, autre que le rôle qu'on a joué quotidiennement. Puis elle dit, moi, j'ai choisi d'être une personne ressource lorsqu'on reçoit des invités ou on a du nouveau personnel, puis je fais cette visite-là, puis c'est ça mon rôle. Alors, les hôpitaux magnétiques, en l'occurrence, les gens jouent des rôles complémentaires. Et là, ça ne veut pas dire qu'elle faisait ça tous les jours, mais elle avait choisi de s'impliquer dans ce volet-là, puis elle avait comme 3 ans d'ancienneté.
Donc, je comprends que nos précepteurs sont fatigués parce que c'est sûr que si on prend nos kingpins, qui sont les tops, puis les bonnes personnes en avant, puis qui représentent comme 3 de nos employés, parce que, je sais pas, ils ont tellement de façon distinctive des qualités puis des compétences qui les placent dans ce rôle-là de façon excellente, ben, on est en train de faire erreur parce qu'on a souvent d'autres champions qu'il faut faire émerger. Puis nos champions, parfois, ont 3-4 ans d'expérience, mais ils ont dans leurs approches cette capacité là, d'être en interface. Peut-être qu'ils ne répondront pas à toutes les questions, mais on peut être étonné de leur contribution. Fait que, en tout cas, je te félicite parce que j'ai pu observer que cette réalité-là, elle s'appliquait. Puis ces hôpitaux-là étaient magnettes. C'était la clinique Mayo, en l'occurrence. Là, Tantôt, on parlait du médecin avec son joli bébé. Le médecin aussi, on peut accueillir, j'imagine que vous le faites, mais il faut accueillir l'employé aussi, lui dire bonjour. Fait que nos médecins, dans nos établissements, ce n'est pas juste une question de salariés. Là. Il faut aller chercher tous nos partenaires. Là. Voilà. Ouais. Intéressant. D'autres questions pour nous? Allez-y, Oui. venez au micro. Bonjour, ça fonctionne. Moi, je m'appelle Samuel, je suis physiothérapeute avec l'Association québécoise de physio. J'avais une petite question plus par rapport, on parle beaucoup de rétention, mais on a aussi beaucoup parlé de rétention et j'aimerais bien mentionner un peu la valorisation. Oui. Ce que souvent on va nous mentionner là, comme problème, on parlait justement du GMF tout à l'heure. De plus en plus de physiothérapeutes travaillent en GMF et j'aimerais avoir votre avis. Comment est-ce qu'on peut valoriser ces emplois-là dans des contextes souvent où la seule chose qu'on peut offrir, c'est des demi-temps, c'est des quarts de temps, c'est des situations d'emploi qui sont temps partiel. On veut essayer de travailler justement avec tous les acteurs de changement présentement pour améliorer la situation, mais comment est-ce qu'on fait pour justement, oui, la rétention éventuellement, mais aller les chercher, ces physios-là qui feraient un grand changement pour notre médecin de famille avec son petit bébé qui a peut-être besoin des bons professionnels. Ou d'une gardienne. Exact, et d'une gardienne peut-être. Donc, je suis curieux d'avoir votre avis. Okay. Ben, je suis surprise d'entendre que des gens qui sont disponibles au travail à temps complet, qui ne travaillent pas à temps complet. Non. Fait que, voilà. 2, on est dans les tâches. Là, excusez, j'ai perdu votre bout de... OK, c'est ça. Non, c'est ça que je veux dire. La rétention, là, c'est pas juste la rétention. C'est pas juste la rétention. Il y a la reconnaissance en dessous de ça. Il y a le programme expérience employée pour moi, là. Puis en dessous de ça, il y a de l'attraction, il y a de la rétention, il y a de la reconnaissance, il y a de la valorisation. Donc, c'est tout ça. Aujourd'hui, on fait juste parler d'un petit bout. OK? Donc, votre question encore, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on peut valoriser les emplois qui ont des contextes? Voilà. Donc, c'est un des chantiers qu'il faut faire. C'est quels sont vos actes réservés, puis quelle est votre plus-value. Et c'est là qu'il faut s'asseoir parce qu'il y a plusieurs types d'emplois qui sont ensemble. La multidisciplinarité, on va beaucoup l'entendre parler parce qu'on a certains projets de loi qui s'en viennent. Donc, ça en fait partie. Pour moi, ce n'est pas normal. Puis, il faut se discuter entre nous les titres d'emploi disponibles. Il faut toujours bien que les titres d'emploi qui sont disponibles travaillent à temps plein puis qu'il y ait une charge de travail complète s'ils veulent le faire. Donc, comment on peut diviser les rôles et les responsabilités. Puis ça, c'est un obstacle aussi parce que parfois, on voit, il y a des ordres qui font du corporatisme puis on les comprend. Là, ils vivent de ça. C'est en rien, je néglige et je dénigre. Mais il faut aller percer ça. Puis je pense que c'est des gens, comme vous, directement dans votre GMF, vous pouvez le faire. On pourrait aussi, Sylvie, dans le fond, les physiothérapeutes qui veulent s'inscrire en GMF, c'est aussi tracer une nouvelle voie. Puis, parfois, on est tout seul 5 heures semaine ou 6 heures semaine pour être en GMF. Puis là, qui va vouloir de 5-6 heures? Moi, je pense que les physiothérapeutes dans une organisation, là, avec le conseil multiple et les ressources humaines, on se fait un petit déjeuner ensemble ou deux, là, puis on lance des idées de comment on pourrait organiser une contribution dans l'organisation, un projet qui pourrait introduire les physiothérapeutes. Comment on pourrait faire ça? Avez-vous des idées là-dessus? Parce que moi, je suis un entrepreneur. Alors là, vous me lancez un défi. Là. Vous venez nous voir dans un GMS, vous me dites, moi, je
je suis disponible pour vous. Est-ce qu'on pourrait créer un nouveau service? Est-ce qu'on pourrait, auprès de la clientèle, faire connaître, vous publiciser? Alors, c'est des possibilités, là. Et j'aimerais vous dire que si vous travaillez avec nous, vous pourriez effectivement avoir un poste qui va devenir à temps plein, puis on va être une des cliniques, un GMF, avec un aspect physio majeur dans le quartier. Ça va être donc publicisé et apprécié, vous inclure peut-être sur un comité. Moi, sur le comité qui a à mettre en place la norme entreprise en santé, je vous inclurai. Écoutez, le temps passe. On a fini notre période d'échange. Ça a été d'abord très intéressant de vous entendre comme conférencier. Je voudrais remercier Mme Sylvie Miro de nous partager son vécu comme directrice de ressources humaines, son expérience. Max Trudel, ce que la compagnie Evolia peut offrir et a à offrir avec les résultats. Puis bien sûr, M. Marcel Curodo avec toute votre expérience pour entreprises en santé. On espère que ça a ouvert des petites fenêtres d'opportunités dans les défis que vous avez réalisés. Moi, j'ai une grande admiration pour tous ceux qui sont engagés dans le réseau, peu importe le niveau, la fonction, le secteur où vous intervenez. Alors, j'en profite pour vous remercier d'être là, d'être ouvert à des stratégies nouvelles, puis je vous souhaite une bonne continuité de congrès. Alors, vous avez une demi-heure, je crois, avant la prochaine conférence pour aller voir nos exposants puis vous réseauter. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Pris la balle au bon. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.